Voilà, et avant de parler de commerce et éducation, notez que dans un petit quart d'heure, on évoquera les outils, aussi les services avec la 5G. On parlera à la fois de l'arrivée de la 5G, puis comment la 5G va peut-être accélérer aussi tous ces usages du numérique. Ce sera avec nos invités dans un instant. Mais tout de suite, François, on va voir que c'est peut-être pas gagné pour tout le monde, l'accès au numérique et à toutes ces technologies avec nos invités. On va commencer par Fabien Ferrazza, directeur secteur public de DocaPost. À nouveau DocaPost, qu'on retrouve après David de Amaury. On parlera dans un instant avec vous d'éducation. Et François Depré, directeur général de GS1 France. Bonjour. Et voilà. Première question peut-être pour vous, François. GS1, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous présenter GS1? GS1, c'est une organisation qui produit des choses que vous utilisez tous les jours, à savoir des codes barres, et qui est une organisation qui fait ce qu'on appelle de la normalisation, de la standardisation, donc qui réunit des entreprises pour se mettre d'accord sur une manière commune de partager de l'information. Pour partager de l'information, il faut identifier des choses. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce code barre il y a maintenant une quarantaine d'années. Donc sur tous les emballages où il y a un code barre, il y a un peu de GS1 dedans, c'est ça? Alors la technologie est générale. Nous, on fait de la normalisation dans les domaines où les entreprises ont besoin de s'échanger entre elles. D'accord. Donc effectivement, ce code barre que vous allez avoir sur tous les produits, sur vos vêtements, etc., est utilisé pour les entreprises, beaucoup pour des logique de logistique ou de traçabilité, et est aujourd'hui très très répandu. Et c'est rigolo parce que maintenant c'est déporté et on voit qu'il y a des applications qui lisent ces codes barres pour qu'on ait des informations en fait, qui étaient peut-être auparavant réservées aux professionnels et qui maintenant s'adressent aussi à nous. C'est la force d'un standard. C'est-à-dire que sans modestie aucune, on pourrait dire que tous les codes barres sur les livres ont permis à Amazon de démarrer finalement sur ce territoire. Aujourd'hui, c'est ce que n'importe quelle application consommateur utilise parce que ce standard est sur tous les produits et c'est justement la force de ces déploiements d'un standard unique que toutes les entreprises peuvent utiliser très facilement. Et c'est un outil je dirais très performant. On a un exemple en ce moment avec beaucoup d'entreprises dans la crise actuelle qui se mettent à utiliser cette technologie, ne serait-ce que pour vendre leurs produits en ligne ou sur d'autres circuits de distribution. Alors justement, c'est la question qu'on vous pose à tous aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que ça a changé pour vous, les codes barres? Donc, pour vous, facteur d'innovation en quelque sorte? En fait, c'est une très ancienne technologie qui a été inventée à la fin des années 40, qui s'est déployée très progressivement, mais aujourd'hui qui est suffisamment déployée et suffisamment robuste et accessible pour que des tout petits acteurs, dans les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, puissent l'utiliser facilement pour un acte de résilience finalement, parce que d'une certaine manière, un petit commerçant, moi c'est l'exemple que je prends souvent, un producteur de vin qui veut vendre auprès de nouveaux clients parce que les restaurants sont fermés ou parce que ses clients habituels ne peuvent plus prendre sa marchandise, et va utiliser un code barre, le mettre sur ses produits, vendre en grande distribution ou vendre dans le e-commerce. Voilà, donc c'est des technologies robustes, anciennes, mais en même temps c'est des technologies qui permettent à des gens qui l'utilisent peu de pouvoir facilement finalement accéder à de nouveaux marchés, et c'est la force de ce standard international. Alors, comme avec nos précédents invités, la crise est arrivée, cette pandémie est arrivée. Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Chez nous, on a eu un phénomène d'accélération, donc on a une tendance à de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces standards, à la fois pour des besoins très très court terme, mais aussi dans des enjeux plus larges d'économie circulaire ou de nouvelles formes de logistique. Et en fait, on a eu un phénomène d'accélération, beaucoup de nouvelles entreprises sont arrivées, là où on avait une tendance à peu près 100 nouvelles entreprises devenant adhérentes au système en France, on est passé à 200 et tous mes collègues partout dans le monde ont le même phénomène. Vous parliez des entreprises qui modifiaient un peu leurs pratiques, en fait, et c'est allé très loin. Il y a eu des exemples aussi où le commerce physique a rejoint le commerce digital, puis tout ça s'est mélangé. Vous avez d'autres exemples ? Il y a un exemple qui est assez marquant, c'est un acteur qui a déployé justement des technologies. Alors eux, c'est à la fois les codes barres, mais aussi la RFID, donc ils ont déployé largement. C'est Decathlon qui, pendant la crise, la première crise, s'est trouvé à fermer ses magasins et a trouvé un moyen très simple, puisqu'il utilise les mêmes standards d'identification pour ses produits. Il est allé vendre ses vélos chez Franprix. Voilà. Ah ouais. Et ça s'est fait très facilement. C'est un phénomène qu'on appelle l'interopérabilité, et c'est le bénéfice de pouvoir facilement changer de circuit. Decathlon, il y a quelques années, aurait pu faire le choix, parce qu'il vend ses propres marques,
d'avoir son propre système, mais il a choisi d'avoir un système ouvert qui finalement lui permet aujourd'hui de vendre ailleurs et d'être finalement asilé par une autre enseigne. Ce qui est amusant, c'est que cette technologie, vous le disiez, elle date pas d'hier, 1940, mais d'un coup, elle a été reboostée par cette épidémie. C'est fou, quand même. Oui, mais il y a un côté... c'est vrai que on ne peut pas faire de résilience facile pour des petits acteurs en passant direct à la blockchain et la 5G. C'est ça, c'est ça. Voilà, la low-tech a aussi son intérêt, finalement. Elle a son intérêt, c'est des technologies éprouvées, c'est des technologies qui sont peu chères, très accessibles, c'est facile. Je veux dire, mettre un code barre sur un produit, c'est très facile. Et ça permet en même temps d'accéder à de nouveaux marchés. Donc effectivement, c'est un enseignement important sur ce hype qu'on a autour de la technologie. Il y a plein de choses qui se font. La RFID, c'est une technologie qui a 25 ans et qui se déploie de manière significative en ce moment, finalement. Et selon vous, c'est juste de la gestion de crise ou il va rester quelque chose dans la durée de tout cela, du côté des entreprises ? Alors, moi, je pense qu'il va rester quelque chose parce qu'on parlait beaucoup d'omnicanal dans le domaine du commerce. Je pense qu'il y a plein de petites entreprises qui ont vu ce que c'était l'omnicanal, donc il n'y a pas de raison qu'elles reviennent en arrière. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est que ces outils, ils vont servir l'économie de demain, une économie plus durable, une économie circulaire ou une économie de la fonctionnalité, parce que dans une économie circulaire, il va falloir faire circuler les données, et pour faire circuler les données, il va falloir partager des standards communs. Donc ce socle élémentaire, je dirais, sur lequel les entreprises vont se fonder, leur servira indéniablement à de nouveaux modèles demain, et c'est les deux grosses tendances, à la fois ce court terme très rapide, très résilient à court terme, mais des interrogations que les entreprises au sein de notre organisation se posent beaucoup pour le futur. Fabien Ferrazza, alors vous êtes directeur du secteur public chez DocaPost. On évoquait DocaPost avec David tout à l'heure sur la e-santé, mais... Filiale de la Poste dédiée au numérique. Voilà, au numérique. On va parler avec vous aussi de l'éducation et comment, en fait, l'enseignement s'est comporté durant cette crise. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Assez simplement, au moment où le confinement est arrivé, l'éducation nationale et surtout les établissements scolaires ont dû s'adapter à une situation que personne n'avait prévue. En clair, il n'y avait pas nécessairement de plan de continuité d'activité, ce qui fait que l'initiative locale s'est organisée pour assurer ce principe de la continuité pédagogique. Et c'est vrai que le numérique, voilà, on va parler de high-tech, là, a pris le pas, de manière des fois peut-être désordonnée, compte tenu du nombre d'outils à disposition, à la fois des enseignants et des élèves, et donc des parents. Qui ont un peu le bazar, mais merci la visio quand même. Ah mais complètement. Mais le bazar s'est organisé à un moment donné, puisque cette continuité pédagogique a eu lieu, puis on en a tiré des enseignements, puisqu'on voit bien pendant cette deuxième période de confinement, que les établissements sont restés ouverts, et que le fait d'être en confinement et de dire merci à la visio, c'est quand même assez lourd pour toutes les parties prenantes, en fin de compte, de l'activité pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport que vous avez avec l'éducation, justement ? Alors, on a un double rapport qui est celui du confinement et celui qui est intervenu ce lundi dernier. Le premier rapport, c'est que dans le cadre de ce principe de continuité pédagogique, localement, on s'est aperçu, tout le monde s'est aperçu qu'il y avait des élèves qui étaient en situation de déconnexion numérique. Combien ? Alors, on a une idée c'est difficile à dire, parce que soit on raisonne en termes d'élèves ou de famille, et moi je préfère raisonner en termes de famille. On entend des chiffres autour de 100 000. Si je prends le dispositif qu'on a monté, on a eu 50 familles qui ont été destinataires de ces devoirs qui ont été adressés aux élèves. Donc 100 000, ça fait quoi, 10%? Ça fait en pourcentage? Je ne voudrais pas vous dire de pourcentage, mais en tous les cas, nous, ce qui était important... ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, et puis en plus, c'était lié à une géographie particulière qui était celle du Covid. C'est-à-dire qu'on avait ces phénomènes de cluster. Et puis surtout, il y a deux éléments importants à prendre en compte. On parle d'élèves en situation de déconnexion numérique parce que les infrastructures numériques ne sont pas là pour se connecter. Et d'autre part, vous avez aussi une problématique sociale liée à l'usage et au niveau d'équipement des personnes. Assurer la continuité pédagogique sur un téléphone portable, lire 50 pages sur un téléphone portable, c'est pas aisé, et je pense que n'importe qui, et même un élève ou nous, n'avons pas envie de faire quoi que ce soit. Donc pas d'ordinateur, parfois pas de connexion Internet. Pas de tablette, voilà. Donc, le ministère s'est dit à un moment donné, à la demande des établissements scolaires, on s'est organisé pour faire le maximum. Par contre, il y a une typologie d'élèves dont on n'a aucune nouvelle. Et c'est là où vous êtes intervenu. Et c'est là où on est intervenu. Ça a été à la fois un défi technique et opérationnel, puisque l'enjeu, il faut s'imaginer, tous les enseignants et les agents de l'éducation nationale étaient grosso modo chez eux. Donc il a fallu
imaginer une solution qui permette à ces agents de disposer de ce qu'on appelle une imprimante virtuelle. C'est-à-dire vous êtes sur votre PC, vous accédez à une plateforme, vous avez un logiciel qui vous permet de charger vos documents PDF. Ça, c'est l'enseignant qui fait ça. Ça, c'est l'enseignant, l'agent. Après, localement, il y a une organisation spécifique qui a été faite. Et à ce moment-là, nous, le sujet, c'était que très rapidement, en une dizaine de jours, il fallait que tous les établissements scolaires aient à disposition cette imprimante virtuelle dans un environnement totalement sécurisé. Et on a eu 25 000 établissements qui se sont connectés et ont demandé le service. Attendez, elle fait quoi cette imprimante virtuelle Cette imprimante, elle est assez simple. Vous êtes un agent, un enseignant. Ouais. Vous avez vos devoirs sur votre ordinateur, comme ceux qui sont envoyés via les ENT ou les logiciels de vie scolaire. Vous prenez ce document, vous appuyez téléchargement, vous le placez sur cet outil, et dès que vous validez, imprimante virtuelle au sens qu'elle envoie un signal à nos usines d'éditique, de production de documents, on les imprime, on les met sous pli, on les met en affranchi. Et après, vous les envoyez aux élèves. Et après, on les envoie aux par élèves. La poste. Absolument. Et dans cette enveloppe... Vous envoyez les cours numériques par la poste. Tout à fait. En fait, c'est une rematérialisation du process. Et à l'intérieur de cette enveloppe, il y avait ce qu'on appelle une enveloppe T, c'est-à-dire une enveloppe retour gratuit, où lorsque les devoirs ont été réalisés, possibilité de les mettre sous enveloppe et de les envoyer dans nos centres, à la même adresse, entre guillemets. On les numérise. Et puis, comme on avait inséré du codage, on n'a pas mis un code barre, mais une suite de chiffres permettant de qualifier l'école, l'enseignant, etc. Ouais. On les a après chargés, on les a numérisés et chargés sur une deuxième plateforme à laquelle on peut se connecter tous les agents de l'éducation nationale pour vérifier, non pas nécessairement contrôler, mais vérifier que le devoir a bien été réalisé. Et donc on a eu un taux de retour d'à peu près 80%, 70% par rapport aux devoirs qui ont été envoyés, ce qui est un bon résultat, en prenant en compte que quand même tout ça s'est passé en un mois. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion, c'est que même une imprimante virtuelle que personne ne connaissait à l'éducation nationale est arrivée. Et en plus... c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que on imagine des technologies très compliquées. Alors j'imagine que tout cela, c'est pas évident à mettre en place, mais c'est très low-tech. On prend du numérique, on imprime, qu'on envoie par la poste. Voilà, les élèves font leur devoir, le renvoient, vous le renumérisez. Enfin, c'est des choses qu'on fait depuis des dizaines d'années et qui... C'est exactement ça. C'est dingue. C'est exactement ça. Et l'enjeu pour les années à venir, c'est ce que vous disiez sur l'interopérabilité et l'omnicanalité, c'est que chacun ait le canal de son choix pour réaliser le travail qu'il souhaite, en fonction de l'élève, qui est un client en quelque sorte, de l'enseignant qui souhaite établir une relation parce qu'il sait que sa situation est particulière et on ne l'a pas pensé au niveau national. C'est là où on voit qu'il y a des similitudes entre l'éducation et le commerce, c'est pas pour rien si on vous reçoit tous les deux en même temps, c'est un peu ce mélange du numérique et du physique, le digital à tous les étages. Ah, mais et puis on l'a vu même sur d'autres domaines. On a, pour le compte de la Direction générale des entreprises, on a dû créer en 2 semaines une marketplace pour permettre à des TPE, PME, pour retrouver l'activité, de commander des masques. L'imprimante virtuelle, elle va continuer à fonctionner ? Ah oui. Oui. Donc c'est actif. Alors il y a deux modèles, c'est ce qu'on a appelé les plateformes dormantes. C'est-à-dire qu'au final, cette imprimante virtuelle s'est tue au moment où les établissements ont repris leur activité. Et au final, si un autre événement venait à arriver, on la rallume, ou même en fonction des académies qui peuvent avoir des problématiques d'élèves, malheureusement, qui sont en situation de handicap, qui se trouvent à l'hôpital, ou dans d'autres cas, il y a cette possibilité de garder le lien vis-à-vis de l'élève. Et après, c'est le développement des nouveaux usages, parce que là, c'était les devoirs. Mais on peut imaginer plein de choses. Et là, c'est la typologie des documents traités par une administration qui fait foi. Eh bien, merci à tous les deux pour ces 2 exemples très intéressants. François Deprez, donc directeur général de GS1, et Fabien Perazza, directeur du secteur public chez Docapos. Merci. Merci à vous.